Mesdames, Messieurs, je vous remercie bien de vouloir prendre place et je vous demande d'accueillir Monsieur Nicolas Bouzou, président des Rencontres de l'Avenir, accompagné de Monsieur Manuel Valls, ancien Premier ministre. Oui, on est loin, t'as raison. Du coup, ça te dérange si on se... on va faire les choses de façon plus intimiste. Écoutez, je suis honoré et ravi de recevoir le Premier ministre Manuel Valls. Ça fait déjà plusieurs années que j'invite le Premier ministre aux Rencontres de l'Avenir à Saint-Raphaël et les circonstances n'avaient pas permis. Été publié chez Taillandier. C'est un livre absolument passionnant. En réalité, ce sont des biographies d'auteurs, de personnalités politiques qui ont fait preuve dans leur vie d'un très grand courage. Alors, je vais peut-être commencer par ça. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, on connaît ton admiration pour Clémenceau, qui a peut-être d'ailleurs été une source d'inspiration dans ton action publique. Mais la question plus générale que je souhaiterais poser, c'est est-ce que ces grandes figures, quand on dirige le gouvernement de la France, est-ce qu'elles peuvent être une source d'inspiration et est-ce qu'on arrive à y penser dans le cours de l'action ? Cher Nicolas, d'abord, merci de cette invitation et merci à vous tous. Je suis très impressionné par le monde qu'il y a au cours de ces journées. Et je salue évidemment de nombreuses personnalités qui sont ici et parmi elles, évidemment, mon ami Jean-Yves Le Drian. Tous les autres sont aussi évidemment des amis, mais vu que nous avons peu de temps, je ne vais pas toutes les citer. J'ai écrit ce livre il y a déjà 1 an, il a été publié au mois de mars et je fais une petite promotion en Espagne et en Amérique latine pour sa version espagnole où j'ai rajouté aussi des personnages qui peuvent être connus par les Espagnols. Quand on gouverne ou quand on écrit, quand on s'engage politiquement, intellectuellement, au fond, on a tous des références intellectuelles, politiques, historiques, mais ces références, elles vous écrasent. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu de miroir. Les personnages que j'ai choisis, qui sont pour la plupart dans mon panthéon personnel, évidemment Clémenceau, De Gaulle, Churchill, Camus, bon, et je ne suis pas les seuls, évidemment, à les partager, vous inspirent. En tout cas, elles indiquent le chemin par leur exemple, par leur vie, par leur discours, leurs faits et leurs gestes. Ces personnalités sont devenues des références. Et donc, c'est vrai que quand vous êtes au gouvernement, surtout, vous ne pensez pas être à leur hauteur, mais elles vous inspirent. Jean-Yves Le Drian et moi, on a partagé chacun les bureaux de Georges Clémenceau. Le mien, Place Beauvau, le sien à l'hôtel de Brienne. Et donc forcément, on se dit qu'on est un des successeurs, parmi d'autres, et de personnalités évidemment aussi importantes, succédé au général de Gaulle aussi, qui vous oblige d'une certaine manière à une certaine hauteur de vue et être à la hauteur de l'histoire de France et de la trace que ces 2 personnages que je viens de citer, De Gaulle ou Clémenceau, ont laissé. Est-ce que ce sont, quand on gouverne, les événements qui donnent du courage? Je dis ça parce que, bien évidemment, tu as dirigé le gouvernement de la France à une période extraordinairement difficile, qui a été celle des attentats. Est-ce que, au fond, on change? Est-ce que son comportement change? Est-ce qu'on est, je dirais, en quelque sorte, tiré par la gravité des événements quand on vit ce genre de moment? Je regarde toujours le commentaire, y compris sur ces dernières années, en disant, pour le président actuel, oh que c'est difficile, il n'a eu que des crises. C'est vrai. Enfin, nous, pas mal. Et nous ne les cherchions pas forcément. D'abord, on avait une situation économique qui était très mauvaise, croissance zéro. Et puis, il y a eu la crise malienne, évidemment la crise terroriste. Et je pourrais rajouter, elle est, je le reconnais, d'une autre nature, la crise des frondeurs et la crise de la majorité présidentielle. C'est vrai, et c'est la thèse de mon livre, parce que moi je ne suis pas de culture marxiste, mes maîtres en histoire sont Furet ou Le Goff, c'est-à-dire des moments de rupture, le premier évidemment avec l'historiographie de la Révolution française, Le Goff, après l'école des Annales, fait sa grande biographie sur Louis XI et donne toute sa place, sur Louis IX, pardon, sur Saint-Louis, et donne toute sa place à la biographie.
Et moi, je crois beaucoup, évidemment, à l'économie, aux rapports de forces sociaux, à la géographie, au climat, à l'identité. Brodel a écrit des choses magnifiques là-dessus. Mais je crois beaucoup au rôle des hommes et des femmes, sur le plan individuel ou collectif. Et il est vrai que souvent, les événements forgent un caractère et une situation toute particulière. 2-3 exemples pour me faire comprendre. Churchill, bien évidemment, un homme politique remarquable, mais qui porte en lui l'échec des Dardanelles, isolé au sein de son parti, un grand intellectuel, mais un journaliste, mais chaque mot, chaque phrase lui a valu autant d'ennemis à la Chambre des communes, mais qui alerte sur le danger de l'hitlérisme, de la montée du nazisme, et qui en 1940 est incontestablement l'homme de la situation. Zelensky, c'est le dernier chapitre, petit chapitre du livre, parce que j'étais en train de l'écrire. Un clown, un acteur de série, il vaut plus que cela, bien évidemment, déjà à l'époque, mais très critiqué avant l'invasion du territoire ukrainien par les Russes, par les troupes de Poutine. Critiqué parce qu'il ne réussit pas à aller assez loin dans la lutte contre la corruption, l'économie ne va pas bien, il n'a pas récupéré évidemment la partie du Donbass et la Crimée déjà conquise par les Russes. Et puis tout à coup, voilà, il se révèle face au choc de l'invasion, et avec le téléphone portable, il casse toute la propagande des Russes qui disent qu'il s'est échappé, il refuse la proposition de Biden des Américains de partir dans un coffre de voiture comme l'un de ses prédécesseurs, et par sa force, avec le soutien évidemment des Américains et ensuite des Européens, mais par la force de son verbe, il mobilise et ses armées et le peuple ukrainien, et d'une certaine manière, il rentre, on verra quelle sera la fin, dans l'histoire. Et je cite un ouvrage de Jan Kershav, qui est un grand historien, grand spécialiste du nazisme, qui a publié il y a un an 12 biographies de 12 Européens. Moi aussi, je n'ai choisi que des Européens, 11 hommes et une femme, Margaret Thatcher. Ça va de... Il y a des gens aussi sympathiques que Lénine, Staline, Mussolini, Hitler ou Franco. Mais il parle aussi des démocrates. C'est encore plus difficile. Adenauer, De Gaulle, etc. Mais il prend l'exemple de Helmut Kohl, un politique qui est considéré un peu médiocre, enfin pas à la hauteur de Willy Brandt ou de Schmitt à qui il a succédé, et puis qui tout à coup, avec les événements liés à la chute du mur de Berlin, en 1989, comprend très vite l'aspiration du peuple allemand à l'unité, qui balaie tous les schémas d'une Allemagne dont une partie ne serait pas dans l'Alliance Atlantique, ou d'un État confédéral, ou les réticences d'un Mitterrand ou d'une Thatcher, et lui aidé, il est vrai, par George Bush père, et par Gorbatchev, qui refuse évidemment tout bain de sang, rentre dans l'histoire comme le chancelier de l'unité. C'est l'événement de l'histoire qu'il fait. Alors, quand vous gouvernez, moi qui aime l'histoire, mais bon, nous nous sommes dit, sans doute avec le président Hollande, avec Jean-Yves ou avec Bernard Cazeneuve, mais nous aurions aimé ne pas les vivre. Au fond, on voudrait gouverner dans des démocraties ennuyeuses, où tout va bien. Non, il n'y a pas de fin de l'histoire, cette thèse après la chute du mur de Berlin et le démantèlement de l'Union soviétique, c'est-à-dire le triomphe de la démocratie libérale de Fukuyama. Non, l'histoire est chaotique. Et c'est vrai qu'on prend, pas nous seulement, les Français, la part tragique de l'histoire, le terrorisme islamiste, la guerre en Ukraine, les conséquences de ce qui se passe en Israël et à Gaza, évidemment le réchauffement climatique, les mouvements de la crise financière de 2008 qui ne sont pas éteints. Bon, donc l'histoire, elle est là. Et c'est encore plus difficile, évidemment, quand vous êtes à la tête, heureusement, mais d'une grande démocratie. Vous savez que le temps est compté et où tout dépend de l'opinion, d'une élection locale, d'un tweet, d'une erreur. Et donc, il faut savoir gouverner, mais toujours avec l'idée que, au fond, l'histoire ne s'arrête pas et qu'il faut indiquer le chemin sur ce qui me paraît, ou c'est ce que nous paraissait à l'époque déjà essentiel. Je dois dire que nous n'avons pas réussi, moi je n'ai pas réussi, parce que c'est comme ça, c'est en dents de scie, à convaincre que les attaques que nous avions subies en 2015 étaient en train de changer l'histoire, et que je l'avais dit à des lycéens en Seine-et-Marne, d'un lycée agricole, je leur avais dit, ça m'avait été reproché d'ailleurs, votre génération va vivre avec cette menace terroriste, parce que ce n'est pas une menace terroriste locale, c'est quelque chose qui est lié à un mouvement mondial et à une crise profonde, celle de la modernité de l'islam.
Mais tu as évoqué Zelensky ou Helmut Kohl. Est-ce que les attentats du Bataclan ou la prise d'otage de l'hypercacher t'ont fait comprendre des choses que tu n'avais pas comprises avant, t'ont fait réaliser des choses qui ne s'imposaient pas à ton esprit de Premier ministre avant? Je pense que personne n'est préparé, même si j'étais au ministère de l'Intérieur, même si Jean-Yves était au ministère de la Défense, qui ne sont pas les ministères les plus tranquilles. Donc nous avions une vision à la fois de ce qui se passait dans le monde et des mouvements au sein de notre société. Mais nous ne sommes pas totalement préparés à l'horreur. Il faut s'y préparer. Bon, par exemple, nos armées françaises ont, sous l'impulsion du président de la République, ont accompli une véritable prouesse en arrêtant les troupes terroristes qui fondaient vers Bamako. Ça, heureusement, nous avons une qualité de nos armées et puis des politiques qui savent commander. Hein, là, je suis clémenciste totalement. Oui, c'est les politiques qui commandent et les armées qui exécutent, mais bien dans ce domaine-là. Je vais vous dire honnêtement les choses. Je me suis senti parfois très seul quand j'étais dans l'opposition, quand j'étais maire et député d'Évry, pour dénoncer la montée de l'antisémitisme liée à l'islamisme, les fractures au sein de notre société. Et quand ces événements que j'ai découvert, au fond, c'est Patrick Calvar, qui était le patron du renseignement intérieur que j'ai nommé, qui à l'été 2012 m'alerte sur le nombre ça devait être une trentaine seulement, de Français qui partaient vers l'Irak et la Syrie, le Levant. Et on sait ce que c'est devenu après un premier attentat très lourd, qui heureusement ne s'est pas soldé par des morts, mais à Sarcelles, en septembre 2012, dans une épicerie cachère, déjà. Et tout autour, il y a eu un des terroristes qui a été tué à Strasbourg, mais une cellule qui a été démantelée pas loin d'ici à Cannes. C'était déjà des jeunes radicalisés ou pas du tout, certains qui n'avaient pas pu aller en Syrie, des modes opératoires qui ressemblent beaucoup à ce qui s'est passé après. Donc, d'où les lois antiterroristes que j'ai fait voter, d'où la loi sur le renseignement qu'on a fait voter en 2015 ensemble, d'où la réforme du renseignement intérieur que j'ai menée. Mais quand ça arrive, ça arrive. Vous n'y êtes pas totalement préparé. Mais sur le type de menace intérieure et extérieure que nous subissions, sur la crise au sein de l'islam, sur la montée de l'islamisme, personnellement, je n'ai pas été surpris. Et le discours que j'ai prononcé à l'Assemblée nationale le 13 janvier 2015, que vous pouvez acheter, édité par Grasset, vous pouvez acheter tous mes livres, je les signerai après tout à l'heure. Il faut faire vivre le monde de l'édition et les librairies, c'est très important. D'une certaine manière, pourquoi je l'ai prononcé avec conviction et force, pourquoi il a eu l'accueil qu'il a eu au sein du Parlement, c'est parce qu'il y avait la sincérité de celui qui, sur ces sujets-là, avait averti. Est-ce qu'il y a une culture du courage? Est-ce que certains peuples sont plus courageux que d'autres? Je ne sais pas. Je cite Churchill qui dit que le courage est la première des qualités humaines parce qu'elle est celle qui garantit toutes les autres. Et le courage, on en parlait, j'étais très honoré de pouvoir échanger quelques secondes avec elle, avec Cynthia Fleury. Elle-même écrit, et je la cite, que ce n'est pas, c'est pas le courage des têtes brûlées, hein, ce n'est pas la témérité, non, c'est quelque chose qui est entre le courage physique et le courage intellectuel, éthique. Hein. Pour ça que je cite Camus, on consacre un chapitre. Camus. Les deux premiers chapitres, pardon, ouais. je m'échappe et je réponds à la question. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de courageux parmi les Français, beaucoup. Je commence par Charb, le directeur de Charlie Hebdo, qui, malgré les menaces, qui sait qu'il peut être attaqué, qui sait donc qu'il peut mourir, ne change pas la ligne de son journal et affronte la menace islamiste. Et le deuxième, c'est un autre Français, le deuxième personnage, ça nous renvoie bien avant, c'est Sébastien Castillon, que j'ai découvert, je dois le dire, à travers une magnifique biographie de Stéphane Zweig, un théologien protestant français qui affronte, après avoir été son ami, Calvin à Genève, parce que celui-ci fait mettre à mort Servet, Michel, qui est poursuivi comme hérétique aussi bien par les catholiques que par les protestants, parce qu'il a une autre conception de la Sainte Trinité. Mais Sébastien Castillon dit « tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Et tous ces écrits sont d'une actualité incroyable. Il mourra de tristesse, poursuivi par Calvin, mais son message sera notamment réhabilité par le protestantisme des Pays-Bas. Et son message reste d'une très grande actualité. Et pardon, il y a quelque chose d'assez extraordinaire
que j'ai découvert, c'est que Ferdinand Buisson, le grand directeur de l'école publique, qui a travaillé à ce qu'a été l'école de notre pays et qu'il faut défendre et réformer pour revenir aux sources, sous l'impulsion de Ferry, lui-même de culture protestante, toute sa thèse, qui a duré 30 ans, elle porte sur Sébastien Castillon. Et pour boucler la boucle, Michel Rocard, pour qui je me suis engagé en politique quand j'avais 18 ans, portait comme nom, quand il ne pouvait pas signer de son nom comme haut fonctionnaire, celui de Servet, en bon protestant qu'il était. La boucle est bouclée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas s'il y a des peuples courageux. Souvent, évidemment, on peut penser à des peuples de petits pays confrontés à l'hostilité, qui se battent avec un courage incroyable. Je pense à Israël, par exemple. On pense à l'Ukraine. On pense aujourd'hui à l'Ukraine. Mais nous, on a eu des phases, évidemment, différentes. Enfin, le courage, alors là, physique, Cynthia Fleury là, pourrait peut-être me reprendre, parce que ça n'est pas le même, mais enfin, celui de nos poilus, celui des résistants. Moi, par exemple, j'avais consacré dans un livre précédent quelques pages à quelqu'un que mon père a connu. Mon père était un artiste peintre, et il lui a fait les vitraux de sa chapelle en Corrèze. C'est Edmond Michelet, c'est-à-dire ce grand ministre du général de Gaulle, qui est rentré en résistance le 17 juin, après le discours de Pétain. C'est Geneviève de Gaulle Antonios, que j'ai eu la chance de connaître, qui est rentré en résistance un jour avant l'appel de son oncle. Mais je pourrais dire qu'il y a tous les justes. Où il y a le colonel Beltrame qui prend la place des otages il y a quelques années. Bon, donc, mais le rôle des responsables politiques, des intellectuels, des élites, comme on dit improprement, mais je pense que le rôle des dirigeants politiques, c'est d'inculquer ce courage. Alors, doivent-ils faire preuve de courage eux-mêmes? Oui. Sans doute. Oui. Évidemment. D'exemplarité. Et d'exemplarité. C'est pour ça que, évidemment, je fais dans un chapitre qui a été fait évidemment par Kersaudy, par beaucoup de gens, la comparaison de Gaulle-Churchill, mais je parle des discours de Churchill à la Chambre des communes en mai et celui de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, que personne en France n'a écouté, enfin, ou pratiquement pas. Mais ce sont d'abord des textes très bien écrits, qui n'offrent prise à aucune démagogie et qui tracent un objectif, la victoire. Ils disent la victoire, elle est possible. Donc il y a à la fois la vision, la stratégie et la capacité de mobiliser et d'incarner. Bon, donc, et alors là, il rencontre, Churchill, le meilleur de ce qu'il y a en France, de ce qu'il y a en Grande-Bretagne, évidemment. Et Churchill va chercher ce qu'il y a de meilleur dans le peuple français, malgré la déroute épouvantable et l'humiliation, et évidemment la compromission avec le nazisme. Je consacre un chapitre à Moulin, mais le Moulin préfet, parce que je veux rendre hommage au préfet, grand corps d'État, qu'il n'aurait pas fallu toucher, je dis en passant. C'est le jeune préfet qui a été chef de cabinet de Cotte, ministre de l'air, qui a aidé les républicains espagnols. C'est le préfet qui fait ce qu'il peut avec pas grand-chose au moment où les Allemands arrivent à Chartres, puisqu'il est le préfet de ce département. Et puis ensuite, on le torture pour qu'il signe un document qui accuse des tirailleurs sénégalais qui se sont battus courageusement d'avoir tué des hommes, des femmes et surtout des enfants, y compris d'avoir violé des femmes, alors que ce sont des exactions de l'armée allemande. Il refuse de signer, il est torturé, il est battu, et comme il a la crainte de parler, enfin de signer, de ne pas résister à la douleur, il se coupe la gorge avec un tesson de bouteille, il cachera cette blessure avec la fameuse écharpe. Et là se forge l'homme qui sera ensuite le chef de la résistance et qui résistera à la douleur des barbares de Klaus Barbie. Donc, il y a dans tout peuple des courageux et des pas courageux. On l'est ou on ne l'est pas. Et donc, quand on gouverne, quand on s'engage en politique, on se dit toujours « qu'aurais-je fait à ce moment-là » Et donc, on ne va pas donner des leçons aux uns et aux autres. Mais je pense qu'il faut s'inspirer de cette vertu qu'est le courage, qui est mystérieuse comme vertu, qui n'est pas que physique, évidemment, surtout pas, qui est morale, qui est intellectuelle, qui est un moment où on refuse d'aller dans le sens de la masse, ou de crier avec les loups, et tout à coup, on pose des actes, et c'est cette étincelle qu'on a lue, mais qui, à ce moment-là, peut se propager et entraîner un peuple.
Est-ce que le courage appelle le courage? C'est-à-dire que, au fond, est-ce que quand on a des dirigeants courageux, le courage génère un effet de capillarité et la classe politique dans son ensemble devient plus courageuse et la haute administration devient plus courageuse? Est-ce que, alors je vais le dire autrement, est-ce que le courage dans l'élite et dans la société peut exister si on n'a pas des dirigeants politiques qui eux-mêmes font preuve de clarté, d'un engagement très important, et puis de courage, c'est-à-dire de ce courage notamment d'essayer de défendre des arguments contre l'opinion publique, par exemple. Oui, sans doute. Parfois, les peuples sont plus courageux que leurs dirigeants, ou en tout cas vont au-delà même des espérances. Les grandes manifestations du 11 janvier 2015, après les attentats de Charlie, de Montrouge et de l'Hypercacher, ont montré une très grande mobilisation des Français qui n'ont pas eu peur de descendre dans la rue et de dire « je suis Charlie, je suis flic, je suis juif », malgré le contexte. Moi, j'étais... Il y avait des risques, enfin, pour être clair. Il y avait forcément des risques, bien évidemment. Oui. Je me rappelle toujours que, en plus, il y avait tous les chefs d'État et de gouvernement on se souvient tous. Devant, Netanyahou et Abbas, par exemple, étaient là. Je me rappelle que Netanyahou, en montant dans le car qui nous amenait à Place de la République, s'est tourné vers François Hollande, lui a dit « j'espère que le car est blindé ». François Hollande s'est tourné vers moi parce qu'il pensait que j'étais encore ministre de l'Intérieur. Et j'ai dit oui. Évidemment, il n'était pas blindé, le car. Bon, donc, c'était un car scolaire qu'on avait réussi à avoir. Bon, ça, je ne le raconte pas dans ce livre, je le raconte dans un autre. J'étais fier de mes compatriotes dimanche dernier, à Paris et dans beaucoup de lieux de France, de se mobiliser contre l'antisémitisme et la haine des Juifs. Donc, il y a du courage collectif. Mais, par exemple, moi, j'étais fier, je ne sais pas, oui, fier qu'on ait tenu dans des moments très difficiles comme 2015 et 2016, même s'il y a eu des moments de bascule, qu'on ait tenu le pays alors que le terrorisme vise évidemment à répandre la terreur, mais à diviser la société et à favoriser évidemment des solutions qui justifieraient ensuite, sortant de l'état de droit et de la démocratie, qui justifieraient d'autant plus le terrorisme. Bon, donc et voilà, et vous dites, là, on tient... Mais nous tenons aussi parce que le peuple français, donc c'est un va-et-vient, ce sont des vases communicants, l'expression n'est pas très heureuse, mais qui nous permet de tenir. Il faut être en adéquation avec son peuple, et puis parfois, il faut aller contre l'avis de sa majorité ou contre l'avis de la majorité des Français, si on considère nécessaire pour imposer. Vous vous rendez compte, je reviens évidemment à cet exemple, mais la solitude de De Gaulle le 18 juin, parce qu'il sait que son peuple, les Français, sont assommés par la défaite et qu'en plus, ils considèrent que Pétain, le vainqueur de Verdun, est celui qui va les protéger. Et ils sont quelques-uns à ne pas le penser. Voilà, donc c'est là où ils rentrent, eux, véritablement dans l'histoire. Et puis après, il y a d'autres formes, Nicolas. Dans nos démocraties, je consacre un chapitre à Willy Brandt, c'est d'ailleurs la couverture du livre, ce grand chancelier anti-nazi, l'un des premiers il est membre d'un petit parti entre le SPD et les sociodémocrates et les communistes allemands des années 30. Anti-nazi, il va en Espagne en 1936 comme journaliste. Son parti frère, le POUM, qui est un parti néo-trotskiste, a été massacré. Son dirigeant, Andrés Nin, a été tué par les Tchékas staliniennes. Il revient très anticommuniste, il sera le maire de Berlin, vice-chancelier, l'homme du dialogue avec les pays de l'autre côté du rideau de fer. La trajectoire impeccable. Et à Varsovie, en 1970, lors d'une visite officielle, il est accueilli par le président polonais qui lui dit « Le dernier chancelier allemand à être venu, c'est Adolf Hitler », ce qui est une manière pas très honorable de l'accueillir, pas très chaleureuse plutôt. Et puis tout à coup, devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie, il pose la gerbe traditionnelle, et puis pendant quelques secondes, il s'écroule à genoux, tel un pénitent, et il l'expliquera après en disant « j'ai fait ce que font les hommes quand les mots leur manquent », et il expliquera qu'il n'assume pas une culpabilité du peuple allemand, mais qu'il assume la responsabilité. Donc l'homme d'État ou la femme d'État sont là aussi pour assumer des responsabilités qui sont celles de l'histoire, qui leur permettent de rentrer dans l'histoire. De ce point de vue-là, le discours de Jacques Chirac en 1995 devant le Veldiv était aussi un de ces discours, et c'est une autre preuve de courage, je trouve, que d'assumer la responsabilité de l'histoire comme dirigeant, comme patriote, mais d'assumer cette histoire.
Est-ce que les Occidentaux sont suffisamment armés de courage aujourd'hui face à la Russie, face au terrorisme islamiste, peut-être aussi face à la Chine, j'en sais rien? On voit bien quand même qu'il y a aujourd'hui, que se dessine quand même une carte géopolitique assez claire entre les démocraties libérales et les pays libéraux, les dictatures. Le sentiment qu'on a quand même, c'est qu'il y a un réveil. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse, c'est celle que je défends. Moi, je trouve qu'on n'arrête pas. Il y a tout ce discours anti-occidentaliste. Je trouve au contraire, moi, ce qui m'a plutôt surpris depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est la révélation d'une certaine forme de courage en Occident. Tu as raison. Bon, Jean-Yves et moi, on est amateurs de foot, mais je pourrais lui passer le ballon en mode rugby. On en parlera pour le ce soir. débat de ce soir. Mais je pense plutôt comme toi. Alors, nos démocraties, elles sont anémiées, nous avons beaucoup d'autres problèmes, et c'est normal. L'inflation, le pouvoir d'achat, les inondations, l'avenir de nos enfants, des problèmes de santé, qui sont des problèmes lourds, graves, qui sont aussi ceux des pays riches, des pays occidentaux. J'ai le sentiment que depuis 20 ans, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à cette idée de fin de l'histoire, nous nous rendons compte, sans doute depuis le 11 septembre 2001, avec tout ce qui s'est passé depuis, évidemment la guerre en Ukraine, que la part tragique de l'histoire est là et qu'il faut s'armer dans tous les sens du terme, d'ailleurs tous les budgets de la défense, la France, l'Allemagne évidemment, la Pologne. Qu'il faut y compris réfléchir à un plan B pour nous Européens dans l'hypothèse malheureuse que Donald Trump soit élu l'année prochaine, parce que ça aura des conséquences pas uniquement pour l'Ukraine, pour le monde entier. Donc il faut intégrer ces éléments-là et qu'il faut aussi s'armer d'un courage intellectuel, moral, puissant, une forme de sursaut que j'oserais appeler churchillien, parce qu'on est dans ces moments. Moi, je ne crois pas à la décadence de l'Occident. Je rappelle à tous ceux qui expliquaient qu'il fallait un Poutine français que Poutine combat les valeurs occidentales, bien sûr. Que nous avons la chance. C'est évidemment je l'ai dit dans le livre, un défaut dans la cuirasse, mais d'être une démocratie libérale, de croire en l'État, en la liberté de croire et de penser, en la séparation des pouvoirs, en l'égalité femmes-hommes, en la liberté sexuelle, que nous avons une économie de marché adossée à un État social. Tout ceci doit être réformé, approfondi, bien évidemment, mais que c'est comme on dit aujourd'hui, une civilisation, une culture, et la culture de ce point de vue-là a un rôle très important, et que les grandes crises que nous venons de connaître, Covid, crise énergétique, crise ukrainienne, et évidemment menace profonde de l'islamisme, puisque Daesh, comme l'État islamique, les frères musulmans en général, visent les communautés musulmanes qui vivent en Europe pour déstabiliser notre continent, nous obligent à une très grande force. Et la réponse, c'est démocratie, État de droit, république, égalité femmes-hommes, laïcité, creuset républicain, école, transmission de la mémoire, de l'histoire, de la langue et de la culture, pour ce qui nous oblige, et à une très grande force d'âme, et moins de divisions. Il y a trop de divisions dans notre pays, alors que le monde est instable et dangereux. Il ne faut pas être naïf, il faut être fort, mais fort sur la base de ce qui fonde notre histoire française et européenne, qui plus que jamais se confondent. Ce livre est en grande partie un livre d'histoire, même si en effet il y a des chapitres qui sont consacrés à des personnages contemporains comme Zelensky, mais ou comme Charb, parce que c'est notre histoire. Oui, bien évidemment. Mais justement, c'était ma question. Dans l'exercice de tes fonctions, quand tu as gouverné le pays, quels sont les dirigeants les plus courageux à l'étranger que tu aies rencontrés, ceux qui vraiment t'ont impressionné, peut-être même surpris par le courage? Moi, je crois que le ministre Jean-Yves Le Drian a quelques idées sur le sujet aussi, non, parce que alors, je le vois, non, mais je le vois parler. Mais moi, je suis sorti de cette période un peu cassée, je l'ai raconté dans un livre précédent, même brisé. C'est pour ça aussi que j'ai dû m'éloigner, parce que oui, mais pour des raisons de politique intérieure aussi. Exact, pas à cause de l'exercice du pouvoir, à cause de l'effondrement de ma formation politique et d'un monde politique qui avait été le mien, aussi pour des raisons parfois un peu personnelles. Mais j'étais très fier, je le disais tout à l'heure, de la capacité des dirigeants politiques. Moi, vous savez, évidemment, on peut les uns et les autres se critiquer, mais moi, j'ai été fier de Chirac et de son discours de 95, comme des positions qui étaient les siennes de ne pas engager la France en 2003
dans l'aventure irakienne. J'ai trouvé que Nicolas Sarkozy affrontait avec courage la crise économique de 2008. Je pense que l'histoire rendra raison à François Hollande dans sa politique, sur sa politique diplomatique et les choix qu'il a fait à chaque fois. Et quand il a fallu, j'en parle plus prudemment que lui, mais quand il a fallu bombarder Raqqa et Mossoul après 2015, parce qu'on se défendait et on a tapé l'État islamique dans le cadre d'une coalition internationale, avec les risques que cela veut dire quand on mène une guerre vis-à-vis des populations civiles. Et dans ce contexte, je vais répondre par la négative, j'ai regretté profondément 2 décisions du président Obama. Ça, c'est très intéressant. Oui. Qui, de mon point de vue, ont manqué de courage. Donc je le fais en creux. Un personnage considérable. Une excellente réponse, absolument passionnante. Le monde entier a voté Barack Obama 2 fois. Et évidemment, et moi aussi, mais enfin, je vote en France. La première, c'est quand, autour du président de la République, Jean-Yves Le Drian, Laurent Fabius et moi, nous sommes rendus compte que, alors que nos rafales étaient partis pour taper des sites du régime syrien déterminés avec les Américains, parce qu'ils avaient franchi la fameuse ligne rouge de l'utilisation d'armes chimiques contre leur propre peuple, Barack Obama, pour des raisons de politique intérieure, il est vrai que les Anglais s'étaient retirés de l'affaire quelques jours avant à cause d'un vote de la Chambre des communes, a empêché cela. Et les conséquences, de mon point de vue, sur la région ont été énormes, mais ça a été un signe qui a été donné à Poutine que l'Amérique n'interviendrait pas. Ceci se passe en septembre, fin août ou début septembre 2013, fin août, et l'invasion de la Crimée, c'est quelques mois après. Donc, 6 mois après, donc les conséquences. Et il y a un autre qui... Moi, je lui avais posé la question, il ne m'a pas répondu lors d'un dîner qu'on a eu à Paris, parce qu'il est venu pour la grande conférence de la COP21, qui a été d'ailleurs un des succès de nos équipes. Il n'est pas venu, il n'y a pas eu de dirigeant américain en première ligne de la grande manifestation du 11 janvier. Il y avait la terre entière, des présidents, des chefs d'État, des monarques, et il manquait un pays, l'ambassadrice était d'Iran derrière, il n'y avait ni le président, ni le vice-président, ni le secrétaire d'État. Pourquoi ? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, parce que Barack Obama, ce n'était pas pour des raisons de sécurité seulement, sinon il envoyait son vice-président, c'est parce qu'il ne voulait pas associer le nom des États-Unis à Charlie, à cause des débats déjà qui touchaient le Parti démocrate, les campus américains. Donc là, j'ai trouvé que... j'ai considéré que Angela Merkel avait été en première ligne d'une très grande solidarité sur ce sujet. Et c'était la première, d'ailleurs, à appeler à la manifestation. Pas obsédé par cette manifestation, mais... C'est un moment très important du pays. Oui, et ensuite, j'ai rencontré, Jean-Yves aussi, des dirigeants retors, faisant preuve d'une très grande brutalité. Ils sont encore dans l'actualité, d'ailleurs. Ceux qui sont brutaux, en général, ils durent longtemps au pouvoir. Voilà, il y a des dirigeants qui vous impressionnent parce qu'ils représentent. Quand vous rencontrez Xi Jinping, vous rencontrez le dirigeant d'un parti unique d'une puissance d'1,5 milliard d'habitants. Bon, la Chine en l'occurrence, donc évidemment, ça. Mais il y a des dirigeants courageux, des gens comme le président serbe ou le premier ministre albanais, qui sont des gens qui méritent d'être connus et qui cherchent des réformes, qui cherchent à intégrer l'Union européenne malgré les difficultés qu'ils ont. Voilà. Donc il y a des gens de qualité. La question qu'il faudrait poser, c'est aux autres, qu'est-ce qu'ils pensent de Le Drian et de moi. Alors, on va passer aux questions du public. J'ai une dernière question. Si tu avais été président de la République, est-ce que tu serais allé à la manifestation contre l'antisémitisme le week-end dernier ? Colossale finesse, comme on dit. Oui. Ben voilà une réponse franche et courageuse. Oui, parce que oui, parce qu'il y a un moment. Alors, c'est très difficile. Avec des si, on refait tout, bien évidemment. Mais il y a des moments où il y a des moments clés. Hein. Il y a des moments clés. Il y a cette très belle phrase, je le dis notamment pour les gens de gauche qui sont absents de ce genre de manifestation, très belle phrase de Frantz Fanon, qui dit que dès qu'on s'attaque, dès qu'on dit du mal des Juifs, je traduis mal, ces mots, on pense à vous, déjà. C'est-à-dire on anticipe. Donc, il y a un moment où il faut être là. Il n'y a pas de... Voilà, alors je sais bien, il y a
il y a des contraintes politiques, de sécurité, s'il y a d'autres manifestations sur d'autres sujets, qu'est-ce que je fais? Je comprends tout à fait. Mais je pense qu'au moment où il y avait de la polémique en plus, et ces polémiques n'avaient pas lieu d'être, la manifestation était ouverte à tous ceux qui condamnaient l'antisémitisme et la haine des Juifs, je pense que le rôle du chef de l'État était d'être là en première ligne. On a une dizaine de minutes pour les questions du public. Les micros. Ah, ça, c'était pas le public. Ça, en fait, c'était toi qui donne une. S'il y a des questions pour le Premier ministre, je vois des mains qui se lèvent. Un micro va arriver. Je pense qu'un micro va arriver. Je le vois. Bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur le Premier ministre. J'apprécie beaucoup votre intervention. J'ai juste une petite question à vous poser. Je vois que vous êtes effectivement très courageux de venir parler du courage en politique, mais je trouve que vous êtes beaucoup plus courageux quand on n'est pas au gouvernement. Alors je m'explique. Gérard Collomb disait, une fois qu'il n'était plus ministre de l'Intérieur, que nous vivions avec les musulmans de France, il avait peur qu'on vive face à face que côte à côte. Vous, aujourd'hui, vous venez nous dire que le courage en politique, c'est important. D'ailleurs, vous parlez même de Donald Trump en souhaitant qu'il ne soit pas réélu. C'est ce que vous disiez. Moi, je pense le contraire, mais je vous laisse à votre appréciation. Maintenant que vous n'êtes plus en politique, vous êtes très courageux. Je vois que votre circulaire, la circulaire Valls, comment dirais-je, régularisait des migrants sans papier. C'est courageux à l'époque de pouvoir dire que les migrants sans papier n'étaient pas régularisables. Aujourd'hui, vous venez de dire que, effectivement, l'islamisme est en France et qu'il fallait agir. Vous n'auriez pas pu agir à l'époque ? Aujourd'hui que vous n'êtes plus au gouvernement, vous voulez agir. Est-ce là le courage politique? Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Alors, je reconnais humblement que quand on prend du recul, quand on analyse sa propre action et l'action des autres, et encore davantage l'histoire, je ne dis pas que je fais preuve de courage, en tout cas j'analyse d'une manière ou d'une autre ce courage. Gouverner, c'est souvent faire des compromis avec soi-même, avec les autres, avec la société. C'est reculer. On m'a plutôt reproché le contraire, en général. Quand avec Pierre Gattaz, que je salue, nous avons ensemble, et avec la CFDT, avec des nuances et des différences, fait des réformes sur la loi travail, à l'époque avec le soutien des syndicats réformistes. J'ai eu quand même des mouvements puissants dans la rue. Moi, j'ai considéré que c'était nécessaire d'engager le 49.3. Beaucoup dans le pays ont considéré que c'était de mauvaises choses. Mais voilà, je ne dis pas que c'est du courage, mais en tout cas, on assume ces actes. Dans la lutte contre l'islamisme en général, contre l'islam politique, contre les frères musulmans, contre les salafistes, contre le djihad, contre le terrorisme, prenez les mots que vous voulez. Je veux dire, moi, je me méfie. Je fais attention dans les mots parce qu'il y a eu tellement de victimes du terrorisme. Et cette région a été particulièrement touchée le 14 juillet 2016 que j'ai toujours du mal à dire on a bien fait, on a fait des choses extraordinaires, on a empêché des attentats. Non, il y a eu des attentats. Donc je regarde ça avec modestie parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de victimes et qu'il y a encore beaucoup de gens qui souffrent et qui vont souffrir avec ces blessures. Mais je considère, je l'ai dit tout à l'heure, que non seulement on a tenu le pays, on a mené toute une série de réformes pour mieux lutter contre le terrorisme, mais qu'on ne peut pas me reprocher, moi, de ne pas avoir dit les choses 15 ans avant sur la montée de l'islamisme et de la montée de l'antisémitisme. Et que j'étais seul, souvent sur ces choses-là à gauche, ou très seul, et que ça m'a coûté cher, y compris politiquement. J'ai parlé d'islamo-gauchisme, j'ai parlé des gauches irréconciliables sur ce sujet, etc., etc. Donc, j'ai assumé une ligne que nous avons été nombreux à incarner et qui était une ligne vraiment de créer les conditions d'une digue de contention et de continuer à se battre. Hein. Et tous les gouvernements suivent et prolongent et amplifient ces actions. Je me suis, sur ces sujets-là, en 2015, plutôt opposé avec le jeune ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron.
j'ai été heureux de le retrouver dans un discours qui correspondait à ce que je pensais, dans un discours qu'il a tenu au Mureau, cette fois-ci comme président de la République, quelques années après. Enfin, il y a des sujets sur lesquels je pense que j'aurais dû faire preuve davantage de courage ou de volontarisme. Par exemple, moi qui étais maire d'une ville de banlieue, j'aurais dû porter, pour ce qui me concerne moi-même, de puissantes réformes sur tout ce qu'on appelle, proprement ou improprement, la politique de la ville. Et notamment la lutte contre les ghettos. Une chose, la rénovation urbaine. L'autre, c'est cette poudrière, cette cocotte minute, je préfère ce mot, que nous avons dans nos quartiers et qui ont encore implosé avec une haine des institutions de la police et de la France fin juin, début juillet. Bon, donc là, je me dis, là-dessus, avec l'histoire qui était la mienne, j'aurais dû y aller beaucoup plus franc, imposer ça, demander au président de la République de porter davantage ce sujet-là. Et sur la circulaire Valls, qui est une circulaire de 2012, qui visait à régulariser les cas les plus compliqués, les non régularisables et non expulsables de travailleurs et d'enfants scolarisés, bah, écoutez, 11 ans après, oui 11 ans, elle est toujours en vigueur. Et elle devrait même être en partie intégrée dans la loi, si j'en crois les derniers débats au Sénat. Voilà, donc mais moi j'ai toujours agi sous l'œil critique, et c'est normal, des citoyens et de mes compatriotes. Et c'est comme ça qu'on nous juge fort heureusement dans une démocratie. On va prendre une deuxième question. Monsieur. Assez rapide, comme ça on pourra en prendre une dernière. Oui, je vais être rapide. Non, après 2017, pourquoi n'avez-vous pas eu le courage de créer un nouveau parti? Ah, je vois que le courage est bien utilisé et est sciant pour les questions et vous jouez le jeu, je vous en remercie. En fait, ça renvoie avant 2017. Nous aurions dû avoir le courage, et moi avec François Hollande, lui le premier, mais moi aussi, de créer un nouveau parti, ou plutôt de tirer les leçons de la fin de cycle du Parti socialiste, de sa division avec les frondeurs, et ça aurait peut-être donné la force au président de la République de l'époque de se représenter. Et au fond, marqué par notre histoire, du militantisme, de l'engagement au PS, d'une histoire collective qui parfois manque aujourd'hui, nous n'avons pas eu la force ou le courage ou l'audace, là à mon avis on est plutôt dans l'audace, qu'Emmanuel Macron a eu, lui qui était jeune, qui n'avait pas cette histoire, qui était membre du PS, de bousculer et de créer les conditions de ce mouvement. Jean-Yves l'a rejoint, moi aussi, en appelant à voter pour lui. Mais je pense que si nous avions ce courage ou cette audace, monsieur, vous avez raison, l'histoire aurait été différente. Après honnêtement, moi, après ma défaite aux primaires, en janvier-février 2017, j'ai été réélu député, mais dans des conditions difficiles à Évry, avec une campagne terrible. Mon couple partait en lambeaux. Ma vie politique, je sentais qu'elle était dans une forme d'impasse. Je n'avais pas la force politique, morale, personnelle et physique pour mener ce combat. J'ai le sentiment qu'une partie de cette force est en train de revenir. Écoutez, c'est peut-être sur cette note d'espoir politique, du coup, que nous allons clore notre conversation. Vraiment, un grand merci, monsieur le Premier ministre, d'être passé par ici. Et vraiment, du fond du cœur. C'est un très beau thème. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une grande confiance dans la capacité collective et le courage et les valeurs républicaines que porte ce pays. Et vous, Français, vous devez être certains de ce courage. Vous êtes toujours, et vous formez toujours part d'un grand peuple. Et si les politiques s'en rendent compte, eh bien, l'avenir, il est toujours écrit, on peut l'écrire ensemble, mais à condition d'être tous courageux ensemble. Merci monsieur beaucoup. Le Premier ministre, et lisez ce livre.